Bonjour chers amis téléspectateurs, nous revoilà avec une problématique que nous voulons continuer à vous présenter sous différentes facettes. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués de ces confinements, demi-confinements, couvre-feu. Voilà, il paraît que ça fait partie des choses. On vous demande d'être discipliné, donc soyez-le, que vous y croyez ou pas, soyez-le, puisque quand vous ne l'êtes pas, voilà, on vous tombe un bras raccourci dessus. Alors, nous, cet après-midi, nous voulons continuer avec vous. En tout cas, moi, je vous souhaite d'abord bon courage pour tout et de prendre votre mal en patience. Cet après-midi, nous avons décidé de continuer. C'est un troisième volet, ça sera le dernier, à vous parler des problématiques que nous avons déjà abordées ici, qui concernent l'identité, la culture, la remise en question des pseudo-identités dans lesquelles on veut nous enfermer, tout en rejetant une part importante de ce que nous sommes, de ce qui constitue notre culture. Donc, nous allons vous présenter d'autres réflexions qui vont dans ce sens-là, et puis nous poser la question vers quoi nous allons. Est-ce que nous avons un projet de société, à part des textures de cheveux, des couleurs de peau qui ont l'air de beaucoup nous préoccuper? J'ai envie de savoir, est-ce que nous avons un projet politique, un désir de nous assumer, malgré notre élite qui nous dit que nous ne sommes pas mûrs, hein? Voilà. Ça fait plus d'une décennie, un demi-siècle qu'on nous a dit qu'on n'aime pas. Donc nous sommes les seuls fruits qui ne mûrissent pas, qui passent leur temps à être trop verts ou maltraités et qui ne mûrissent pas. Donc on va essayer de savoir où on va avec ces questions identitaires-là. Elles servent à quoi? Donc nous recentrer sur la question culturelle, puisque si nous avons à nous émanciper, c'est par la culture que nous le ferons, et c'est pour cette raison que nous vous parlons tellement de culture. Même si vous reliez la question à la race, entre guillemets, vous savez que nous ne sommes pas dans ces problématiques essentialistes, que la race en tant que telle n'existe pas. Mais sur le plan sociologique, nous étudions les relations raciales parce que les dominants nous imposent une lecture de nous racialisés et nous traitent en tant qu'inférieurs, racisés, racialisés. Donc c'est pour cette raison que vous entendez utiliser le mot race, mais notre projet n'est pas de racialiser notre société. On l'a déjà assez fait à notre place ou pour nous, sans que nous demandions notre avis. Notre projet, c'est d'essayer de voir comment nous pourrions organiser un vivre ensemble qui soit basé sur notre culture, nos spécificités et notre désir surtout de montrer au monde que nous sommes capables de nous assumer, et j'espère que nous irons vers ces réflexions-là. Donc cet après-midi, vous avez donc deux invités que vous connaissez déjà. Didier, vous l'avez vu la dernière fois. Il y a Dr Valentin Milka. Bonsoir. Oui, Milka. bonsoir à tous. Il y a de Monsieur Maître Monotuka, Dominique. Bonsoir Juliette. Voilà. Et puis, il y a Didier qui va lancer l'émission, qui va nous dire d'abord qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Mais il a tellement de choses à vous dire que vous allez l'écouter pendant 20 minutes approximativement. Donc voilà, je vous laisse entre ses mains et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir Didier. Merci, bonsoir Juliette, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et je tiens à remercier infiniment toutes les mamans, les papas, les frères et sœurs de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion qui m'ont appelé pour m'encourager, parce que je pense qu'au travers de mon dernier discours, ils avaient compris que j'essayais de structurer ce qu'il fallait pour améliorer la vie de nos enfants au global. Voilà. Alors ce que je vais évoquer aujourd'hui, on va aller dans ce sens-là et je vais essayer d'être à la hauteur de nos échanges et je vous en remercie vraiment infiniment. Comme on dit, ça donne du baume au cœur et on se dit qu'on avance dans la vérité. La vérité, je vais essayer de vous la présenter, mais j'irai de vive voix. Donc je vais quand même vous présenter entre guillemets ma version professionnelle de moi-même. Et le but, et je vais demander à ce qu'on affiche la première illustration. Je l'ai fait de façon très succincte et je vais expliquer ce qu'il en est. Alors la première diaporama, s'il vous plaît. Alors ce que vous voyez, le quiz, c'est la version professionnelle de moi-même. Autrement dit, j'ai toujours été imprégné par notre savoir-faire et je me disais que professionnellement, comment je dois faire pour transiter
pour faire savoir ce qui se passe et comment la culture est transcendée et puis transformée par tous nos artisans, nos artistes, et qu'il est temps qu'on en voit quelque chose. Et je vous dis sincèrement, avec plaisir, j'ai envahi le plateau de tout ce qui nous ressemble, parce que même si vous n'avez pas l'habitude de voir ces produits-là, qu'ils soient alimentaires, des produits artisanaux, quels qu'ils soient, de quelque nature, vous saurez intrinsèquement que c'est au profond de vous-même. Et visiter et regarder ces produits, c'est pas acheter juste un taille-crayon ou un vin de mango, si vous savez très bien que vous allez chercher un peu de vous-même, un peu de réponse. Alors, j'insiste pour la première diapositive, pardon, pour vous montrer clairement ce qu'il en est. La première, pardon. Voilà. Et Mediana, ce que vous voyez, c'est que moi, je rêve d'une consolidation faite envers nos médias. Pourquoi Mediana? Ça fait référence à Mediana. Vous aurez compris les couleurs, évidemment. C'est pour le travail de l'image et pour qu'on se mette à raconter d'autres histoires. Voilà. L'histoire des lions et des gazelles et moins du chasseur. Mais je sais que tôt ou tard, on va trouver un moyen de consolider. Ne croyez pas que je suis seul dans cette affaire. Il y a beaucoup de compétents, dont les fameux, entre guillemets, estampillés terroristes par quelques-uns, rouge, vert, noir, qui ont certaines compétences pour raconter d'autres histoires aux nôtres. Et il est temps de consolider. Alors j'avance toujours et je vais faire part de mes conflits d'intérêts, puisque c'est de mise et c'est de mode. Alors la deuxième diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Voilà mes conflits d'intérêts. Alors, voilà mon drapeau, voilà mes drapeaux, et voilà les personnes qui sont mes référents, entre autres personnes, parce que je ne peux pas mettre tout le monde. J'essaierai de m'appuyer sur le travail de nos ancêtres, à savoir sur la relative opacité de Frantz Fanon, sur la dextérité, l'énergie et la vibration positive d'Eugène Mona, sur la capacité à organiser son peuple, notamment son alimentation et l'industrie textile au travers de Thomas Sankara, l'homme intègre du Burkina Faso, et avoir la lucidité sur l'épanouissement et le déploiement culturel que M. Césaire a eu, qui malheureusement a été relayé de façon très interrogative. Et bien sûr, vous l'aurez reconnu au milieu, la capacité d'organiser, de fédérer et finalement d'informer le peuple et la diaspora, mais en grand nombre, une capacité d'organisation sans précédent qui était M. Marcus Garvey. Voilà. Je suis un Africain caribéen de la Martinique. Voilà. On passe pour mes conflits d'intérêts. Diapositive suivante. J'essaierai d'être succinct et d'être concis. Ce que vous voyez là, c'est une couverture, mais potentielle, d'un éventuel ouvrage, mais que je ne veux pas écrire tout seul. Certes, j'ai une certaine vision, je vous verrai par la suite que j'ai répété ce que je vous dis, et que je ne suis pas à ma première expérience. Et je suis intimement convaincu, vous aurez compris le clin d'œil à Cheikh Anta Diop sur l'ouvrage Nation Nègre et Culture, je suis intimement convaincu que notre intelligence culturelle va faire en sorte de nous déployer, j'entends, mais pas vers un développement, je n'aime pas ce mot parce qu'il est galvaudé aujourd'hui, mais vers un épanouissement. Et je vous explique ça et j'illustre fait de façon très, très sincère et manifeste juste après avec la diapositive suivante. Voilà. Ce que vous reconnaissez sur la gauche, c'est le Sankofa. Alors c'est un aphorisme de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire apprendre du passé, voilà, pour marcher au présent, pour comprendre le présent et entreprendre à l'avenir. Vous aurez compris qu'il y aura un cercle d'aphorismes et ce que vous avez à droite, ce serait potentiellement la première page, mais que je veux écrire avec vous, c'est le sous-titre. KwaZulu Ndoya, ne soyez pas effrayés par ça, c'est mon nom. Ça veut dire entre terre et ciel. Culture nègre et économie, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs économies. Il y a l'économie prédatrice, plantationnaire, et l'économie du jardin africain traditionnel que Juliette décrivait tellement bien dans son ouvrage Culture d'entraide. Voilà. Et c'est pour déployer sur une prospective d'épanouissement économique, mais l'intelligence culturelle, éminemment spirituelle, pour déployer tout ce que nous sommes pour nos enfants. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Je veux vous résumer, et pour entrer dans la force culturelle, je vais vous faire un petit topo, peut-être en 3 diapositives, sur l'économie actuelle et l'économie qu'on a toujours vécue dans nos colonies.
Alors vous voyez bien l'illustration 2021 avec un point central, hein, un chapeau français qui plus est, voilà, localisé, qui a sous sa main les unités de production, bon, en général plus des unités de conditionnement, pas véritablement de production, de conditionnement de produits importés et de revente. Voilà. Il faut savoir que nous détenons, nous, une monnaie qui est unique. C'est une monoculture, hein, c'est comme les plantations d'avant. Une monoculture qui, malheureusement, nous guide et nous flèche vers les autres centres de profit, d'accord, de la caste en place, la caste capitaliste, hein, j'entends. Hein, je parle pas des béquets uniquement. Hein, je parle de ce mouvement ultra-capitaliste, ultra-libéral. Alors, j'insiste pour voir l'illustration, c'est pour évoquer que nous utilisons aujourd'hui des transports où effectivement le peu de monnaie que nous percevons eh bien, sont réinjectés dans ces transports-là et qui sont les détenteurs essentiellement de ce réseau pour nous mettre à profit, mettre à nos dispositions des transports, soit de personnes, de marchandises ou qui sait, des pièces détachées ou voire de leasing, de location, j'entends, eh bien, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Sinon, leurs amis, alliés et familles, voilà. Et les mêmes sont détenteurs des centres de nourriture, puisqu'aujourd'hui, nous sommes plus une terre d'importation. Donc, on peut dire qu'à au moins 80-20%, un rapport de 20-80, ben, il n'y a même pas 20% qui sont importés, qui sont consommés et produits localement. Par contre, il y a au moins 80, si c'est pas 92 ou 93, je ne sais plus. C'est peut-être une fiabilité comme les vaccins. Il y a au moins 95% de produits importés que nous, voilà. Comme si ce que nous mangions était trié sur le volet par quelques-uns qui voulaient notre bien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, nous voilà 150 ans avant, avec des unités de production, cacao, canne, indigo, comme vous voyez, sucre. Et puis des monnaies aussi dédiées. Bon, il y avait une monnaie qu'on appelait le sol, mais comme il n'y en avait pas suffisamment, les mêmes planteurs, pour ne pas dire leurs ancêtres, ont mis en circulation notamment un dont vous connaissez certainement la racine, qu'on appelle le caïdon, qui avait en cours dans des plantations à Sainte-Marie. Mais bon, j'ai mis une monnaie, vous avez vu, c'est très simpliste pour mettre le chapeau colonial, pour dire que c'est leur monnaie. Et cette monnaie était particulièrement dédiée et ne devait pas sortir de l'habitation. Voilà. Donc, payer en monnaie coloniale, voilà, pour utiliser ou mettre à disposition le transport de marchandises ou de personnes, et pour éventuellement se nourrir, parce que la plupart l'importante majorité de la nourriture de nos ancêtres était importée. Vous savez bien, entre le sel, la farine, bon voilà. Ou sinon, si ce n'était pas importé, c'était produit localement, la rôtie de Rome, à qui appartenait. Voilà. Toujours les mêmes détenteurs. Diapositive suivante. J'essaie d'aller très succinctement, mais vous n'aurez compris. Je précise bien que toute ressemblance avec la situation économique, politique, spirituelle et culturelle de la diaspora noire d'il y a 150 ans serait purement fortuite. Vous aurez compris mon trait d'humour. Diapositive suivante. Sans commentaire. 1871-2021, 150 ans. La production, ok. La monnaie, on a changé de façade. Le chapeau, on a changé de façade. La nourriture, on a changé la façade. Le transport, on n'a pas changé. On n'a pas changé la façade? Si, on a changé la façade. Transport, matériel, marchandises, pièces détachées. En 1871, les pièces détachées étaient les mulets et les bœufs. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et on sait qui les vend pour nous. Voilà. C'est très succinct, très pédagogique. Je m'excuse pour ceux qui pensent que c'est infantilisant, mais c'est vous donner un cours d'économie en 3 diapositives. La réalité, c'est que structurellement, rien n'a jamais changé. Et il est temps d'entrer ça dans vos esprits. Et ceux qui font le jeu, qui vous disent que tout a changé, de formation de prix ou quoi que ce soit, enregistrez bien ce que je vous dis. Ces personnes-là sont professionnelles pour planter des arbres de l'oubli. N'oubliez pas, les arbres de l'oubli, c'était des arbres autour desquels nous tournions pour tout oublier de ce que nous sommes. Voilà. Et tout ce qu'ils vous disent, ce sont des arbres de l'oubli. Pas physiques, pas tangibles, mais ils ont juste changé la forme.
comme les chapeaux, comme la production, comme la monnaie, comme les transports, comme le débit de régie. Illustration suivante, s'il vous plaît. Voilà. C'est-à-dire que 150 ans, bien sûr, ça a duré bien avant. Mais en 150 ans, je vous dis ça, hein, mes frères martiniquais, guyanais, guadeloupéens, de Saint-Martin, de Kanaki, et vous avez vu, hein, de Polynésie, de Réunion et d'autres. Je dis, nous sommes aujourd'hui, en tout et pour tout, en 2021, que sous couvert de modernité, des comptoirs exclusifs des produits importés. On a juste changé le chapeau. Diapositive suivante, merci. Alors, civilisation ou barbarie? Un autre titre de qui vous savez. Voilà. Alors, vous avez vu, ça c'est pour les jeunes. J'ai mis un sigle VDM en dessous. C'est VDM, bon, les jeunes reconnaîtront, ils sont très bien que c'est vie de merde. Mais c'est le programme en fait annoncé. C'est le programme en tout cas et le kit essentiel, hein, le kit essentiel des voyageurs, découvreurs, massacreurs. Alors les découvreurs, voyageurs, massacreurs, ils avaient un kit essentiel, hein, peut-être pas non essentiel, mais essentiel pour eux en tout cas. Hein. Ils avaient un livre, vous le connaissez, vous le reconnaissez. Ils avaient du divertissement, comme l'opium, voilà, pour nous perdre. L'alcool, pour nous perdre, et ils l'ont toujours. Les maladies, souvenez-vous, hein, les diasporas décimées. Alors, je vais prendre les Amérindiens, je peux prendre les Indiens d'Amérique, je peux prendre d'autres. Ne vous fiez pas à la compartimentation des langues. Il n'y a pas de langue, c'est un comportement. Voilà. Que ce soit anglais, portugais, espagnol, c'est un comportement d'une certaine frange du peuple. Voilà, humain. Parce que nous sommes tous humains, il n'y a pas de race. Voilà. Maintenant, force est de constater qu'il y en a qui ont pris des options un peu plus fâcheuses, un peu plus hostiles. Et ça dure depuis au moins des centenaires. Voilà. Je me permets, pour mettre la dernière diapositive, juste pour évoquer les deux derniers événements, s'il vous plaît. Voilà. Il y avait d'autres options, évidemment les armes, on les connaît, et oui. Et puis la dernière option, la plus embarrassante, la plus taiseuse, voilà. Mais qui fait qu'il y en a effectivement, qui remercie aujourd'hui un de nos frères, qui remercie d'avoir eu ces rencontres amoureuses, comme ils le disent. C'est grâce à ça qu'ils existent et ils remercient. Eh bien, c'était le viol manifeste. Voilà. Ça, c'était la dernière arme. La plus abjecte qui soit. Mais bon, au niveau de compétition, au niveau des choses abjectes, je crois que sont tous sur le même piédestal. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Civilisation, barbarie, décidément. Mais oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je fais état, non pas de tous les scandales, mais de quelques-uns, édifiants notamment qui nous touchent en tant qu'Afro-Caribéen. Moi, ça me touche. Ça me touche. La nourriture et le scandale du bisphénol A dans les biberons, voilà, ou la salmonelle, ça me touche. Le rapport lié à la santé, voilà, Mediator, moi je vais vous dire, j'ai une tante qui est morte à cause du Mediator, je ne l'ai pas oublié. C'est le même système. La dépakine, les gens qui s'en souviennent, le sang contaminé, n'est pas oublié non plus. S'agissant de la nature, alors là, on peut rester au niveau local. J'aime pas ce mot-là, mais au niveau martiniquais, on peut rester là, parce que là, on a le pompon. Mais j'ai pris le tiercé gagnant, à savoir le chlordécone, l'azulox et le glyphosate. Voilà. Des scandales qui ne disent pas leur nom, qui sont peut-être, pour certains, options prescriptibles, mais bon, la suite nous dira. Alors, je continue. L'énergie, on peut rester aussi au niveau local. Bon, la voiture électrique, c'est global. Voiture électrique, écologique, soyons sérieux. On en parlera certainement dans une autre émission peut-être. La centrale thermique, au bois importé, vous savez de quoi je parle là. La production sucrière là, où on veut nous faire passer des vessies pour des lanternes, voilà, avec des intérêts purement économiques, notamment pour les importateurs de bois. Mais je reviendrai sur ça après aussi, parce qu'il y a des dossiers. C'est pas moi qui vais les lâcher. Mais le fait est que les bruits courent. L'habitat, bon, on sait très bien qu'un habitat dit moderne, il n'y a pas plus polluant. Alors j'ai pris juste l'amiante et la laine de roche, c'est parce que j'avais pas assez de place, je m'en excuse. Hein. Mais vu les éléments qu'il y a dans une maison aujourd'hui, j'ai dit, il est temps de se poser des questions quand même. Hein. Quel drôle de civilisation. L'argent, je peux rester au niveau local. Alors l'argent qui, ou way ou pas way, alors il y en a le cas de l'université ici, le cas des transports urbains,
le cas d'un carénage, le tas de certains immeubles, mais là aussi, j'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place pour mettre tout ce qui se passe ici chez nous. Franchement, j'espère qu'avec une nouvelle technologie, on pourra faire en sorte que moi je puisse présenter et puis que l'argent disparaisse un peu moins. Mais je crois en l'amélioration et du progrès. Prochaine illustration. Ça fait beaucoup, hein. Civilisation, barbarie. Ça fait condenser quand même, hein. Entre le livre, l'opium, l'alcool, les maladies, les armes, le viol, le biphénol, la dépakine, médiator, chlordécone, glyphosate, zulox, centrale thermique, vitroélectrique, amiante, université. Oh là là. Ça fait beaucoup, hein. On accumule, hein. On accumule, hein. En si peu d'années, je trouve qu'on accumule beaucoup. Illustration suivante, sans commentaire. Alors, les questions, et ça c'est pour les plus jeunes qui viennent, j'insiste, civilisation ou barbarie. Tout est une question de choix. Et aujourd'hui, on nous a permis, hein, dans tout ce confinement, toute cette peur structurée, à remettre certaines choses à plat. Et j'invite tous les jeunes et les moins jeunes, ceux qui ont conscience que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la vraie vie. N'est pas la vraie vie, à se poser ces besognes-là et se dire prendre position. Est-ce que ce que nous vivons là, c'est une civilisation ou c'est plus relatif à la barbarie? Est-ce que civilisation ou barbarie? J'insiste pour l'illustration, pour que les personnes qui nous écoutent et nous voient précisément le parallèle. C'est figuré, c'est simpliste, mais c'est pour vous expliquer. Vous avez des voies à choisir. La voie de la civilisation ou la barbarie, c'est-à-dire la voie du jardin africain traditionnel, partagé, bienveillant, ou la voie de la plantation, oppressive, prédatrice, ou sinon, civilisation, zébapique, ou barbarie, vaccin, entre guillemets, parce que ça n'est pas un vaccin. Civilisation, une statue de Jeanne Mouna, ou barbarie, Joséphine, qui a vu sa sublime chute ces derniers mois. Merci pour tout. Civilisation, Fouillapin ou Pomme Golden, d'accord, avec leur joyeux revêtement, tellement nocif pour empêcher de les faire mûrir. Et ça aussi. Nous avons deux ennemis, je précise. Hein. Nous avons deux ennemis, c'est l'ignorance de nos propres affaires et l'inertie. Voilà. Nous avons des adversaires, on les connaît, vous savez bien, ceux de la dite autoproclamée civilisation. Mais l'ignorance et l'inertie, c'est l'ennemi de nos peuples. C'est-à-dire qu'il va falloir combattre notre ignorance par la culture qu'on reprendra. Et l'inertie, j'ai presque envie de dire que ceux qui n'ignorent pas, ils sont inertes, s'élimineront d'eux-mêmes. Et les projecteurs seront rivés sur eux. Illustration suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors moi, entre le fruit à pain et la Pomme Golden, j'ai opté pour le fruit à pain, évidemment. Je l'aime comme ça, au feu de bois, je l'aime en migant, mais j'aime ses feuilles aussi en jus, parce que moi je fais du jus de feuilles de fruits à pain. Bon, une petite note de basilic ou de gros-thym, j'aime bien aussi. Mais j'aime aussi l'artisanat, dont je vais vous faire part aussi physiquement, parce qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires avec le fruit à pain, en bijoux, en sautoir ou d'autres. Illustration suivante, vous aurez compris que là on passe sur le volet de la culture. Et notre culture, on peut la transformer sous toutes ses formes. Vous avez vu que le fruit à pain, vous voyez les phases, voilà, inéluctables à faire de la farine, certainement, une farine évidemment dépourvue de gluten, comme toutes nos farines, de nos légumes, pays. Voilà. Et je parle de cette transformation parce qu'il s'agit bien de transformer. Vous voyez, vous croyez que c'est une allégorie? Non, il s'agit bien de transformer tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes en message positif pour nos enfants et leur dire que c'est vecteur et d'épanouissement et évidemment de richesse. J'entends autant de rencontres humaines que de richesses pécuniaires. Et je pèse mes mots parce que je suis passé de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis ça. Et je le vis au quotidien, progressivement. Illustration suivante. Vous aurez compris que le fruit à pain, je suis à travers d'images. Il faut savoir qu'on a plaisir à photographier le fruit à pain. Vous avez vu sur la gauche. En tout cas, le fruit à pain sur toutes ses formes, photos en dessin, je dis en dessin aussi pour les botanistes, mais en illustration pour d'éventuels demain, illustration, calendrier, saison des fruits, ou éventuellement, voilà, orner des albums à colorier. Et tout ça, c'est notre culture. Tout ça pour vous dire qu'il y a mille et une façons créatives
que nous pouvons, je veux dire, transcender et traduire notre culture sous toutes ses formes. Et les preuves tangibles sont tout autour de moi, mais je vais évoquer ça en fin de diaporama. Illustration suivante, s'il vous plaît. Voilà. Je m'excuse pour la coquille. J'ai mis le jardin. Voilà. J'ai mis le jardin avec. Vous avez compris, j'avais écrit en martiniquais, hein, pas en créole. Voilà. Ce que vous voyez, mais c'est d'un début de vision. Voilà. Vous aurez compris que je ferai pas dans le détail parce que le temps imparti arrive à son achèvement. Mais pour vous expliquer que tant qu'on ne se posera pas les questions, les vraies, sur le jardin et poser les bases de la structuration, sur la nourriture que l'on veut véritablement, les bases de la structuration, les remèdes que nous voulons, pas forcément schéma, bases et structuration, organisation, l'énergie, donc le biogaz tiré de quoi? Base et structuration, le solaire, c'est quoi? Le solaire passif ou de solaire qu'on veut investir 100 millions dessus? C'est pas vrai. La monnaie, est-ce que la monoculture monétaire, on continue ou on organise la biodiversité monétaire, à savoir s'intéresser aux crypto-monnaies qui seront une partie de notre salut, des monnaies locales qui seront une partie de notre salut, les paiements par téléphone mobile qui seront une partie de notre salut, et de bocantage. Alors j'ai mis un gingembre, pardon, j'ai pas eu le temps de dessiner, mais un petit piment contre anti-citron, c'est l'échange qu'on a toujours connu et comment on fait pour structurer ça aussi. Le recyclage, bien sûr, le recyclage des déchets carnés, on en parle ou on n'en parle pas. Le recyclage des, je veux dire, des déjections pour faire du gaz, on en parle, non papa. Le transport, pardon, mais j'aurais dû mettre un vélo ou autre chose, ou l'organisation en tout cas de transport intercommunal maritime, l'habitat, à revoir les matériaux qu'on utilise. Des briques de terre, possible ou pas possible? C'est possible. Moi je fais, c'est possible. Des vêtements, je suis venu avec quelques-uns, j'aurais dû, pardon, mes excuses, mais j'ai pas récupéré une chemise à moi faite avec du tissu Faso d'Alfani, donc du tissu burkinabé, donc une coupe moderne avec un tissu traditionnel. La technologie qu'il faut qu'on maîtrise, mais je crois, moi, en la génération qui vient là, le 3.0 n'a pas trop de secrets pour eux. Le savoir et la connaissance, mais ça, c'est une arme miraculeuse. Il est temps de la structurer, de l'archiver et de la répandre, de la vulgariser. J'ai pas ce mot-là, mais de la rendre pédagogique. Et les médias qu'il faut que nous contrôlons. Mais j'ose espérer et je souhaite longue vie à Zouk TV et à tous ses représentants et à Juliette notamment parce qu'il laisse la tribune libre, à la parole libérée pour qu'enfin on libère nos esprits et qu'on se libère et qu'on s'en déploie parce que c'est tout ce que je veux pour tous nos enfants. Merci. Merci encore. Merci. Voilà, vous avez écouté, vous pourrez revoir l'émission quand elle sera sur YouTube et puis quand elle sera en rediffusion. Maintenant, il a amené beaucoup de produits qu'il travaille à partir des matériaux locaux, des produits locaux, des boissons locales, des farines, des bijoux, des œuvres d'art, énormément de choses. Donc, du beurre de goya et quoi? Brillantine de banane. Brillantine de banane. Je vois plein de boissons. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors c'est du 21. Parce que son producteur dit que c'est plus fort. Est-ce que Manuela peut nous fixer? Je ne sais pas, mais c'est bon, du voilà. vin. Ça, voilà. Du vin de quoi? Du vin d'abricot. Du vin, du moelleux, je ne sais pas, on va m'attaquer. Du moelleux de gingembre. De gingembre. Voilà. Du moelleux de coco. De coco, d'accord. Voilà. Et la caisse donc, du vinaigre d'ananas. Vous avez compris que le Savoie est martiniquais. Ah oui, et bien sûr. la matière première est martiniquaise. Ouais. Alors là, c'est des boissons énergétiques, hein. Ouais. Voilà, pas comme celles que vous connaissez. Force plus à l'ananas. Force plus à la mandarine. Oui. Bon. Voilà. Donc il a une corbeille bien remplie. Oui, et là, c'est pour vous, parce que j'ai pensé à vous, qui sont sur le plateau. Vous voyez là, c'est une friandise, ce sont des fèves de cacao. Quand on connaît la richesse nutritionnelle, ça s'épluche comme des pistaches. Oui, c'est ça, comme des amandes. Voilà. Comme des amandes. Comme des amandes. Voilà. Voici le packaging.
Voilà le packaging. OK. Voilà, je me permets. Donc des biscuits à base de... bien donc sûr, des avec les fèves de cacao d'accord. et des biscuits à la farine de fruits à pain. D'accord, donc Bien du sûr, chocolat. cacao et de bananes séchées. Voilà. Voilà, on peut en passer. Alors j'ai thé ça, dessus. j'ai du TPI aussi. Alors, du thé. C'est un mélange subtil. D'accord. Mangue, pâte de vache, avocat. Alors, je D'accord. tiens à remercier tous les artisans. Donc C'est pas comment... si je peux pouvoir les Mais citer, surtout, j'ai vu que vous aviez des bijoux. Vous Oui. voulez les montrer avec Ah oui, alors, avec le oui, fruit à bien pain sûr, avec le rapidement. plateau, parce que là, ils ont Ouais, été rapidement. généreux. Et après, Alors, il faut un qu'on grand arrête. merci pour Tony, voilà. Regardez, Vous pouvez trouver à la rue piétonne, voilà. Voilà, des Ce sont, bijoux, des voilà. boucles d'oreilles. Tony à la rue piétonne, voilà. Des boucles Et d'oreilles. Docteur en bijoux. Voilà. Voilà. À base Notamment de fruits à pain. À base de fruits à pain. À base de fruits à Et pain. j'ai vu que vous avez des fleurs, des bijoux en forme de fleurs. Oui. C'est des tranches d'ananas. Oui, c'est toujours le fruit à pain, mais voilà. C'est toujours le fruit à pain. Travailler autrement. Voilà. Alors, Voilà. Ça, ce sont des bijoux aussi. J'essaie Voilà. d'accélérer. Oui. Vous aurez compris Voilà. que la musique Les fait chachas, changer. les Alors, je chachas. remercie Ambabois Arts et particulièrement Warani Ouais. pour tout ce qui m'a, toute ma contribution. J'essaierai de mettre au mieux. Je ne sais pas si je pourrais trouver. Ça, c'est pour le... Oui, la conque de Lambie. La conque de Lambie, Voilà, vous avez vu voilà. qu'il y a un pendentif. Alors, Pour ceux qui pour apprennent les à... promeneurs, pour les guides, Pour ceux sur qui les apprennent à bateaux. souffler, voilà. Vous avez Donc, vu, voilà. voilà. Et- Et conque de Lambie rouge, vert, noir. Ah, je me permets, hein, puisqu'on est là. Oui, Voilà. Ça, c'est la mienne. Hein. Bon, qui a vécu, vous excusez. Voilà. oui, elle l'a vécu. Voilà. En état. Ensuite, en état. vous montrez vos t-shirts aussi? Oui, bien sûr, bien Ça, sûr. c'est des flûtes? Là, toujours en Baba Arts, oui. Ça, c'est une flûte. Voilà, alors Ah, un très t-shirt, bien. voilà. Vous voyez, très simple, voilà. Voilà, Hein, voilà. très beau, très beau. Voilà. Et voilà, ça, c'est une Les flûte? chemises, bon, ça c'est par mes soins. Hein. Comme vous voyez, avec des broderies, avec Oui. des symboles qui nous ressemblent. D'accord. Voilà. Avec ce symbole-là un peu plus martiniquais, alors j'exprime très rapidement. Hein. Des Ce chemises à symbole-là, manches c'est longues? Akoma. Des Voilà. chemises à manches longues? Oui, à manches Ok. longues comme on veut. Celle-ci à manches longues, celle-ci à manches courtes, voilà. D'accord. Alors ce symbole-là, c'est une croisée de deux aphorismes. Le cœur, vous aurez compris, c'est Akoma, ça veut dire amour. Et là, cette serre-là, ça veut dire puissance et courage. Ce sont des D'accord. serres d'aigle. Voilà. Ça veut dire qu'il nous faudra de la puissance et du courage. Et évidemment, emprunté d'amour. Parce que l'amour, c'est la clé de tout ce que nous faisons avec nos couleurs. Voilà. Ok. Alors, on va s'arrêter là. Est-ce Oui, que, parce que je peux pas est-ce tout que, montrer, non, il y a tellement de choses, chers amis. C'est tellement passionnant et surtout, il nous montre, il vous a analysé le système dans lequel nous sommes, mais surtout, il vous a montré qu'ils ont déjà, ils sont dans la pratique, dans la démonstration que on peut faire plein de choses avec nos produits locaux, enfin nos produits du terroir, et en vivre, et puis les présenter sous des emballages très avenants, puisque en Occident on nous prend tout et on nous les revend sous des emballages qui nous font flipper. On aime beaucoup les beaux emballages, mais la qualité, elle est très souvent dans nos produits qui malheureusement ne soignaient pas l'apparence, mais qui aujourd'hui ont compris. Donc vous avez à la fois aujourd'hui la qualité et l'emballage, la beauté de l'esthétique que nous recherchons aussi quand nous achetons un produit. Nous l'avons maintenant. Alors, comme le temps est court et que il nous faut écouter nos deux autres amis, je demande donc à Madame Valentin Milka si elle veut bien nous parler de colonialité et décolonialité. Alors voilà, je vous remercie Juliette. Et je vais justement, ma thématique va s'inscrire totalement dans ce que nous venons de voir et d'entendre. Parce que le travail que fait Didier Michalon est un travail qui s'inscrit dans la décolonialité. Avec ses amis. Dans la déconstruction de ce que nous sommes pour aller vers une construction nouvelle et reprendre la main sur nous-mêmes. Alors, nous avions dans les émissions précédentes, parlé du conte et de cette mentalité coloniale qui était inscrite dans toute l'élaboration de la philosophie, de l'idéologie du conte. Et bien entendu, nous avions démontré que cet imaginaire était un imaginaire colonial, un imaginaire créole, et c'est pour ça qu'on les appelle des contes créoles d'ailleurs,
et que cet imaginaire était destructeur du vivant, tant des êtres humains que de la terre, de la nature, etc. Et qu'il fallait justement aller vers une autre vision du monde. Et c'est ça justement le but de la décolonialité. Alors nous avions parlé de la mentalité coloniale, et aujourd'hui il est question d'aller vers la décolonialité, c'est-à-dire vers la déconstruction de ce modèle colonial qui s'est donné comme une mission universelle pratiquement de coloniser le monde, de coloniser la pensée du monde et de s'imposer. Et elle le fait de façon magistrale. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle un mouvement décolonial. On peut dire qu'il a commencé depuis les années 50, puisqu'on a eu au départ en 1955 avec Aimé Césaire le discours sur le colonialisme qui démontrait justement que le colonialisme était l'essence de la barbarie. Ce que tu viens de montrer d'ailleurs. Et ce travail de décolonisation, parce qu'on a pensé effectivement qu'il s'agissait que pour arriver à la décolonisation, il suffisait de récupérer les territoires d'entre les mains des colons. Et pourtant, Césaire avait mis le doigt sur la civilisation occidentale. Mais c'est quelque chose qui n'a pas opéré, puisqu'on est arrivé à une décolonisation des territoires, mais on n'est pas arrivé à ce qu'on appelle la décolonialité, c'est-à-dire la décolonisation des mentalités, c'est-à-dire sortir du paradigme colonial, du paradigme européen, occidental, qui s'était imposé sur des bases de prédation, comme nous l'avons déjà dit. Et bien entendu, le fait que tous les pays qui ont été décolonisés sont restés dans le moule du savoir, donc au niveau de l'éducation, de l'économie, donc au niveau ce qu'ils ont appelé le développement. Hein. Tu dis bien tout à l'heure que le développement, c'est pas un mot, parce que ça n'a pas de sens, le mot développement. Ensuite, la colonisation de l'être, hein, c'est-à-dire que les gens sont complètement façonnés par l'idéologie coloniale, par le modèle. Et c'est ce modèle-là qui est le référent universel. Ce qui veut donc dire qu'on annule, on élimine toutes les autres cultures au profit d'une culture. Et nous avons très bien déjà démontré ici que toute la culture occidentale a été puisée dans la culture des autres peuples. Ces peuples qu'ils disent être des peuples premiers ou des peuples barbares, enfin, tout ce qu'on a appelé des peuples primitifs. On a déjà entendu toutes ces dénominations pour ces peuples qui, justement, ont forgé la culture humaine, la culture mondiale, et dans laquelle les Européens ont puisé pour pouvoir construire ce qu'ils ont appelé la modernité. Et bien entendu, aujourd'hui, il est question donc d'apporter au monde la vraie connaissance de ce qui s'est passé, c'est-à-dire historiquement de ce qui s'est passé au niveau de la prédation du savoir des autres peuples, de la prédation de l'être des autres peuples et aussi de la prédation du pouvoir. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, ce mouvement qu'on appelle le mouvement de décolonialité va au-delà de la décolonisation des territoires, donc de l'espace, va jusqu'au plus profond même de l'être. Et on parle donc aussi de la décolonialité de l'être, la décolonialité du pouvoir, la décolonialité du savoir. Et bien entendu, il n'est pas question aujourd'hui, alors maintenant il y a un contre-mouvement qui dit ah oui parce que les gens qui parlent de la décolonialité font du racisme anti-blanc. On n'a rien contre les blancs. Comme nous l'avons déjà dit, les races n'existent pas. Donc c'est une fiction qu'a inventée l'Occident pour dominer le monde et dominer les peuples. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, dans le mouvement de la décolonialité, il est question de reprendre la main sur nous-mêmes,
reprendre la main sur nos civilisations, reprendre la main sur notre savoir ancestral, reprendre la main sur ce que nous sommes et arrêter, comme disait si bien Césaire, d'être les jouets sombres au carnaval des autres. Il faut donc absolument que nous puissions pointer du doigt tous ces mensonges historiques. Et ceci dans aucune dynamique de polémique. Il n'est pas question de faire de la polémique. Il est question de restituer la vérité. De restituer et avec honnêteté la vérité. Il y a des Européens qui ont commencé ce travail sur la décolonialité. D'ailleurs, qui sont fustigés par d'autres. Bien sûr. Et bien entendu, ce travail qu'on aurait pu déjà commencer depuis longtemps, puisqu'on a dit que Césaire, depuis 1955, avait bien compris que la civilisation occidentale, j'ai le texte ici, je peux vous le lire, il nous dit « Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chioum, et l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une question. Colonisation et une équation. Colonisation égale chosification. On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification, donc de mensonge. Donc il faut arrêter avec ce mensonge colonial. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire appel à l'intelligence, au bon sens de notre peuple martiniquais, mais aussi du peuple du monde, pour que justement nous sortions de ce syndrome de Stockholm, c'est-à-dire aimer notre bourreau, aimer celui qui détruit la vie sur la planète. Alors on ne veut pas pointer du doigt un individu, mais un système de prédation. Et bien entendu, nous avons commencé à entrer dans ce processus de décolonialité, puisque nous avons assisté, donc, alors il y a des flux et des reflux, on l'a vu avec Marcus Garvey, mais la puissance coloniale est telle qu'elle coupe l'herbe sous les pieds de tous ceux qui veulent vraiment entrer dans une autre dynamique. Mais il est temps, je crois, que nous sortions de cela. Et parce que tout le monde vous dit, ah non, il y a des aspects positifs de la colonisation, il y a du bon dans tout ça, donc pourquoi ne pas accepter tout ce qu'il propose? Et on le voit, tu l'as démontré par ton PowerPoint, que c'est la destruction, c'est la mort du vivant. Ce qui veut donc dire que ce processus de décolonialité qui a été entamé en Afrique, ici en Martinique, avec le mouvement d'INAPI, c'est un acte de décolonialité. C'est la décolonialisation des esprits, des mentalités, des visions, de ce que l'autre a dit de nous. Nous parlons maintenant, nous voulons parler de nous, de ce que nous sommes. Et ce n'est pas seulement un problème lié aux Noirs, entre guillemets, aux Africains. Aujourd'hui, les Amérindiens, les 10 Amérindiens, refusent cette dénomination d'Amérindiens. Ils sont entrés aussi dans une dynamique de décolonialité. Et ils veulent être ce qu'ils sont. Revenir à leur ancestralité, revenir à leur civilisation. Alors, on va vous dire, ah oui, revenir à l'ancestralité, c'est ne pas être dans la modernité. Mais justement, comment les Occidentaux ont construit de la modernité sur l'ancestralité des anciens peuples? C'est que nous aussi, nous pouvons construire notre modernité sur notre ancestralité. Et c'est ça, justement, la créativité. C'est ça, le bon sens auquel on fait appel. Et justement, cette dynamique de renaissance. Il faut à tout prix que nous nous rendions compte que nous sommes opprimés parce que nous avons en nous quelque chose qui bouge, quelque chose qui nous dit c'est pas normal. Et c'est cette flamme intérieure qui dit que nous sommes des Martiniquais, nous avons une identité spécifique, nous avons des savoir-faire spécifiques, nous avons une originalité et nous avons une présence au monde que nous pouvons déployer
sans aucune forme de domination, dans la coopération avec les autres peuples, avec les autres sociétés. Et il n'est pas question d'opposer, mais d'être soi-même et effectivement de se dire que il faut sortir de la vision du monde occidental, de la vision du monde qu'ils ont imposée au monde et de cette vision que nous-mêmes, nous nous imposons pratiquement contre nous-mêmes et qui fait que nous sommes dans un état de schizophrénie permanente. Nous sommes toujours assis entre deux chaises et nous sommes toujours à faire le welto et même à nous auto-déshumaniser. Je me souviens de cette chanson de comment il s'appelle ce chanteur qui disait nègre, tuer nègre depuis l'Afrique, etc., nous mauvais, etc., qui sont de la perfecta, qui fait que nous avons effectivement intériorisé cette vision coloniale que l'Occident nous a imposée et nous n'arrivons pas, malgré tout ce que nous expliquons, malgré tous les efforts qui sont faits depuis déjà une quinzaine d'années, et même avant, puisque bon, on l'a vu avec Césaire, oui, d'autres que Césaire, bien entendu. Et malgré cela, il y a une forme d'atavisme à rester dans la mentalité de l'Occident, dans la mentalité coloniale. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la décolonialité. Et c'est un vaste projet, mais c'est aussi un processus. Alors, la décréolisation des Martiniquais est en droite ligne de ce projet de décolonialité. La décréolisation, c'est justement sortir de l'imaginaire créole colonial, précisément dans les Amériques, qui s'est imposé depuis l'avènement de la plantation en Amérique. Donc, je crois que beaucoup de gens il y a des références, il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui sur la décolonialité, notamment des penseurs et sociologues sud-américains comme Quijano, comme Walter Mignolo, enfin de nombreux. Et aussi, en ce moment, je travaille sur la décolonialité et je crois que nous gagnerons à écouter, à entendre, parce que c'est un processus, donc ça fera son travail dans l'esprit des gens, mais il ne faut surtout pas se fermer à toute idée de changement de modèle, de changement de vision du monde, parce que nous portons en nous notre modèle, et notre modèle est en conflit avec le modèle qu'on nous impose. Alors je crois que je vais pas être plus longue, puisque bon, on a très peu de temps, mais il est question effectivement d'être conscient que nous avons à faire un effort sur nous-mêmes pour pouvoir remettre les pendules à l'heure et progressivement sortir de la vision coloniale du monde et de la vision prédatrice du monde. Merci. Merci Milka. Alors voilà, vous avez entendu, nos propos restent cohérents. Nous interrogeons un modèle qui nous détruit et dont le monde aujourd'hui s'est rendu compte qu'il est destructeur, y compris les Européens qui essayent de partir dans tous les endroits du monde, de s'échapper, où ils pensent que l'herbe est plus verte. Donc nous avons aussi d'autres formes d'invasion qui nous arrivent. Et bien qu'ils partent chercher l'herbe plus verte ailleurs, ils viennent avec leur modèle, leur mentalité. Et vous voyez, ça crée des conflits dans les environnements dans lesquels ils s'installent en grand nombre et où ils ne veulent pas vivre avec les populations qui sont sur place. C'est vraiment une difficulté. Alors bien sûr qu'on dit qu'on ne parle pas de race, on parle d'un système, mais c'est un système porté par un groupe ethnique particulier. Et il faut savoir pourquoi. C'est lui qui a développé ce modèle-là. Hein, c'est vraiment le groupe qui a le moins on va dire, de matière pour construire son projet économique. Comment expliquer que vous construisez un projet économique alors que chez vous, vous n'avez aucune des matières premières, aucune des matières tout court qu'il faut pour Donc, vous êtes condamné à prédater, écraser, tuer les autres pour vous procurer ces matières premières. Et l'Afrique en sait quelque chose actuellement, où elle est vraiment pilonnée par la France et les puissances occidentales. Donc, c'est un modèle économique qui a été inventé par un groupe particulier et qu'il impose aux autres parce qu'il lui faut les matières premières pour alimenter un système économique qu'il n'a pas, pour lequel il n'a pas
chez lui, les matières. Donc vous comprenez pourquoi il prédate les autres. Et quand on vous parle de ça, on n'est pas en train de, voilà, d'indexer des gens juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais nous les indexons pour leurs actes, les actes qu'ils posent et qui sont destructeurs pour toute la société. Donc, dans ce que Madame Dr Milka Valentin a cité, il y a aussi Césaire qui disait qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et c'est vrai que vous voyez bien, toutes les questions qui sont posées aujourd'hui à l'Occident sont refusées, y compris celles des réparations, qui viennent automatiquement dans la discussion quand on pose la question des crimes commis au nom de la prédation, de la captation de ces matières premières que l'Europe n'a pas chez soi. Et j'ai demandé hier à une étudiante française qui m'interrogeait, qui m'a dit oui, mais si vous êtes indépendant, vous n'aurez pas de quoi vous nourrir. Je lui ai dit, c'est vous qui n'allez pas avoir de quoi vous nourrir, parce que la question que vous devez vous poser, qui est centrale, c'est d'où vous viennent vos richesses. Puisque vous ne les avez pas sur place, d'où vous viennent-elles? Et je demande à tous les petits occidentaux, présents, futurs, etc., à venir de se poser cette question-là. Et à ceux qui vivent aussi chez nous et qui croient que ce sont eux qui nous nourrissent, eh bien, nous leur demandons pourquoi ils ont des colonies, pourquoi ils viennent chez nous, pourquoi ils sont là, et pourquoi ils viennent raconter au monde que c'est parce que nous avons besoin d'eux. Et quand nous leur disons qu'ils peuvent s'en aller, merci, voilà, pour service rendu éventuellement, eh bien, ils s'accrochent en nous disant que nous ne pourrons pas vivre sans eux. Donc là, la mystification, elle est bien dévoilée et ils sont acculés parce qu'ils n'ont plus d'excuses à nous donner, sinon celles que nous avons besoin d'eux, alors que nous sommes en train de leur dire c'est bien maintenant, vous pouvez vous en aller. Bon, alors je voulais vous signaler juste dans mon dernier livre qui s'appelle Modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négro-africaine, l'altérité masquée, eh bien, je reprends un peu aussi cette thématique-là. J'explique comment nous avons été attaqués au corps et comment justement ce modèle qui est violent et méchant nous empêche de vivre avec ce dont la nature nous a donné, doté et nous oblige. Donc la modernité occidentale, c'est vraiment celle-là qui s'est imposée aux peuples dominés, comme si ces peuples-là n'ont pas leur modernité. Et c'est l'ignorance de l'Occident qui fait qu'il croit que c'est lui qui représente la modernité, alors que sans les peuples qu'il a servis, il n'aurait pas réussi sa modernité, puisque si vous regardez dans beaucoup de domaines, le génie des Noirs que les Blancs utilisent, et je vais parler des Blancs, jusqu'à aujourd'hui, ce génie qui est utilisé plein pot, eh bien, c'est lui que l'Occident brevette en disant que c'est lui qui a inventé. Mais dans tous les domaines, notamment dans la culture, vous trouvez le génie noir. Et là, je parle encore de groupe, puisqu'on est bien dans cette division du monde. Eh bien, c'est le génie des Blancs, des Noirs, qui permet aux Blancs de s'enrichir et de mettre des brevets sur les inventions de ceux qui l'ont servi, sans avoir la petite générosité de partager avec eux tout le bienfait que leur apporte. Et cette modernité, elle est véritablement celle que leur apporte les Africains, les Afrodescendants et les diasporas. Donc maintenant, on va écouter Dominique. Didier voulait dire deux petits mots parce qu'on va laisser le temps à Dominique. Deux petits mots aussi restreints. Alors, il y a quelque chose que je tiens quand même à montrer par-dessus tout. J'ai vu que vous avez un CD. Ah oui, les petits bancs illustrés, voilà. C'est un banc. Magnifique. Voilà. C'est petit banc. Quand vous allez dans vos manifestations. Voilà. Tu apportes ton petit banc. Voilà. J'ai reconnu l'édifice, voilà. Voilà, un petit banc. Et magnifique, je n'ai pas pu tout montrer, mon excuse. J'ai vu qu'il y a un CD de Luc Labonne. Oui, un CD de Luc Adami. Voilà. Alors j'ai pris la liberté, mais Luc ne m'en voudra pas, je crois. Oui. Je trouve qu'il a un joli t-shirt. Un joli t-shirt. Donc les gens, nos auditeurs connaissent Luc Labonne. Voilà. Et puis après, vous aviez la monnaie. D'accord. Petite sculpture. Un album. Je précise, voilà, j'aime beaucoup le sous-titre. Il était une fois la diaspora noire. Ça date de 86 quand même. D'accord. Exactement. Voilà. Qui est un surcoût sur Internet qu'on n'imagine pas.
Très haute valeur ajoutée. Ah oui, ce sont des produits qui sont anciens. Et tout ça, ce sont des choses qui sont vendues comme tout ce que produit le continent, que l'Europe s'approprie et qui leur fait de la richesse. Mais c'est ça, la question centrale que les Européens, les Français en premier, doivent se poser, c'est d'où nous vient notre richesse. Vous n'avez rien chez vous qui explique ces richesses-là, sinon la spoliation des matières premières et la captation du travail, la force de travail, du travail très mal payé, des nègres que vous maintenez d'une façon ou d'une autre sous domination. Et donc, on passe... Oui. Tout dernier message, et j'insiste, et là, je sollicite mes frères et sœurs guadeloupéens qui m'ont appelé, mettez-moi en contact avec ceux qui ont organisé le YAL, comme on dit le Yonalot, la monnaie qui a eu cours là, pendant la grève de février 2009. Vous aurez compris que moi, ça fait à peu près quelques années que je travaille dessus et il est temps de s'unir. Nous sommes des pièces du puzzle qui faisons les choses qu'ils font, mais nous sommes des pièces qu'il est temps de rassembler pour raconter une autre histoire. Voilà. Et je vais laisser veillamment et volontairement mes coordonnées 309 324. Merci infiniment. 06 96 309 324. Nous avons des choses merveilleuses à faire pour nos enfants. Merci. Alors, ça signifie que Didier a créé une monnaie locale. Enfin, vous savez que dans le monde, il y a beaucoup de monnaies locales. Et donc, ça n'est pas, je ne sais pas, quelque chose d'absurde que de vous dire que vous pourriez, sur les marchés, commencer à utiliser cette monnaie locale. En France, déjà, il y en a beaucoup. Et puis, vous avez, voyez... de par le monde. J'ai pris de par le monde. C'est fatigué, mais bon, voilà. C'est moi qui écris ça, c'est pas en vente. Des mots, alors qui est intitulé quelques monnaies locales complémentaires. Voilà, et on fait le tour de la planète. De par le monde. Donc vous avez de quoi aussi essayer d'analyser le modèle, comme vous le disiez, Madame Valentin, et de le remettre en question. Pourquoi rester dans un modèle qui vous opprime et surtout qui vous empêche d'avoir des résultats pour vous. Tous les résultats que nous avons, ce sont les autres qui les captent. Et vous avez bien compris que les nègres, on vous dit qu'ils sont les plus pauvres, les plus malheureux, uniquement parce qu'ils ne gardent pas les richesses qu'ils produisent. Et ce sont les premiers producteurs de richesses dans le monde, de par leur génie et de par le fait qu'ils travaillent pour pratiquement rien. Vous savez que nous sommes les moins payés au monde. Voilà. Donc voilà des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Et puis on va passer la parole à Maître Monotuka. Oui. Alors, j'ai écouté avec attention ce qui a été dit en fait sur le plateau, et ce qui apparaît, c'est Milka a parlé de paradigme, notre paradigme, et Didier en fait a exposé la capacité de produire des Martiniquais. Et donc, tout cela, c'est l'expression en fait de la capacité à créer, à produire des Noirs. Et paradigme, produit, et en l'occurrence, puisque nous sommes en Martinique, et il est intéressant, selon moi, en fait, et c'est ça, ça sera ça mon exposé, de considérer une production qui, selon moi, est déterminante, qui est la société martiniquaise. Voilà, c'est une production. Et donc, ce que je souhaite, c'est insister là-dessus, exposer rapidement la trame qui lui a donné naissance, pour finalement comprendre que il faut un cadre sécurisant pour cette capacité de production. Il faut un cadre sécurisant pour ces produits. Il faut un cadre, en fait, par conséquent, normé, structurel. Alors, d'abord, en fait, je voudrais, d'ailleurs, ça va me permettre en fait de mieux comprendre, selon moi, les tensions et les conflits qui existent à l'heure actuelle entre les militants que l'on retrouve en fait
lorsqu'il s'agit de dénoncer l'apologie du crime contre l'humanité, hein, les apologistes, ou encore lorsqu'il s'agit de demander réparation suite à l'acte criminel en fait que constitue l'empoisonnement au chlordécone, ou bien par ailleurs engagé pour la réparation s'agissant du crime contre l'humanité que constitue la traite et l'esclavage. Donc voilà des expressions qui sont toutes des expressions que l'on retrouve dans la dynamique existentielle en fait de la société martiniquaise. Alors, donc, pour pouvoir en fait bien comprendre la trame, je commencerai par affirmer une évidence, c'est que la société martiniquaise, la dite société martiniquaise existe. Et puis, la deuxième chose, c'est que il est nécessaire, en fait, bien entendu, de rappeler pourquoi, comment et par qui la société martiniquaise a été créée. Parce qu'elle existe. Pourquoi, comment et par qui cette société a été créée. Mais pour ce faire, avant tout, et c'est le début de cette trame, je reviendrai à la notion d'autorité. L'autorité, en fait, c'est ce pouvoir, en fait, de commander et d'obtenir obéissance. Bon. Mais il n'y a pas d'autorité sans légitimité. Il faut que ça soit légitime pour obtenir, en fait, le consentement de celui, en fait, de qui on attend l'obéissance. Et donc, la question est de savoir est-ce que nos ancêtres qui ont été arrachés et déportés, arrachés d'Afrique et déportés, en fait, dans les sociétés esclavagistes, étaient-ils légitimes à s'opposer à cette volonté de ces hommes et de ces femmes issus de l'Europe qui entendaient les intégrer dans cette société dite la société esclavagiste ou coloniale? Est-ce que nos ancêtres étaient légitimes à combattre, à refuser et à combattre, en fait, cette volonté des Européens? Il est évident que oui. Autrement dit, cette volonté à laquelle, en fait, étaient confrontés nos ancêtres, pour nos ancêtres, n'était pas revêtue de la légitimité, et donc n'était pas une autorité. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et donc, par conséquent, cette volonté est une volonté illégitime. D'ailleurs, elle était tellement illégitime que, je le rappelle, il y a cette loi de mai 2001 qui est venue, en fait, dire, en fait, que cette volonté est une volonté criminelle, c'est une volonté, en fait, qui constitue un crime contre l'humanité. Et donc, bien entendu, nos ancêtres avaient raison, étaient légitimes à refuser, à combattre, en fait, cette volonté illégitime en face. Et qui est en face? Eh bien, c'est une société. C'est la société française qui est en face. C'est une société esclavagiste française. C'est-à-dire, en fait, une organisation d'êtres humains normés, hein, structurellement normés, hein, avec un droit institué, avec... voilà. Donc, c'est une société. Et donc, par conséquent, avec cette permanence que l'on connaît, hein, en termes d'ancrage normatif d'une société. Et donc, d'abord, ça nous apprend, en fait, qu'il ne suffit pas qu'il y ait société pour qu'il y ait légitimité. C'est-à-dire, il ne suffit pas, en fait, qu'il y ait droit, hein, le code noir en a l'expression, pour que ce droit, pour que la volonté qui anime ce droit soit légitime. D'accord? Alors, maintenant, face à cette volonté légitime de nos ancêtres, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, en fait, bien entendu,
que là où il n'y a pas légitimité, il n'y a pas de celui qu'on attend obéissance, consentement. Et c'est pour cette raison, en fait, que il s'agit de violence. Donc ça va se traduire en violence parce que, bien évidemment, il n'y a pas de consentement, avec toute la violence en fait que l'on connaît, consubstantielle au système esclavagiste, au système colonial, pour imposer à nos ancêtres et à leurs descendants de génération en génération à se soumettre en fait, à cette norme. Alors, qu'est-ce qui caractérise en fait cette norme, cette société? C'est une société qui c'est la société du déni d'humanité. Voilà. Hein, parce qu'il faut la caractériser, la société du déni d'humanité. D'accord? Donc par conséquent, c'est la société où en fait, lorsqu'on s'y intègre, lorsqu'on y est intégré, c'est pas l'identité humaine en fait que l'on épouse, que l'on trouve, mais ce sont des identités fictives, maître, esclave, colon, inférieur, supérieur, etc., etc. D'accord? Donc déni d'humanité. Et donc et voilà en fait nos ancêtres qui vont combattre en fait sans relâche de génération en génération cette société. Alors comment substantiellement vont-ils faire? Alors ils vont combattre cette société en un seul et même mouvement à deux faces. La première face, d'une part, en affirmant l'illégitimité de la société du déni d'humanité, son illégitimité. Et d'autre part, en affirmant la légitimité de l'identité humaine. Ces deux affirmations sont les deux faces d'une même médaille, en fait, hein, d'un même mouvement, d'une même volonté politique. Mais ne nous trompons pas. Nos ancêtres, comme nous le savons, ne vont pas se contenter à donner à ces affirmations une valeur, une traduction, une réalisation seulement éthique ou morale. Ils vont aller plus loin. Ils vont aller plus loin parce qu'ils ont compris que la simple exigence en fait morale et éthique n'est pas suffisante pour assurer leur liberté. Et c'est là en fait que l'on arrive en fait à la forme qu'ils vont donner à cette affirmation, qui est la forme de la société. C'est-à-dire, en effet, ils vont, devant cette autre société du déni d'humanité, ils vont progressivement, en effet, dresser en face d'elle, contre elle, une société ordonnée sur la légitimité. Rappelez-vous, la société en face est illégitime. Sur la légitimité, et quelle est cette légitimité? Je la rappelle, la légitimité de l'identité humaine. Et donc, nous avons nommé la société martiniquaise. Et c'est ce que nous connaissons, c'est cette formule c'est la formule, il me semble, en fait, qui symbolise le plus efficacement cette société-là, et que l'on connaît très bien, qui est tout le monde c'est moun. Tout le monde c'est moun. Et donc, voilà l'émergence de cette société-là. Nous voyons en fait que de la position éthique et morale, nous sommes arrivés à la création d'une véritable société. Et donc, et c'est à partir de là que nous allons constater aussi, évidemment, l'émergence de cette société. Donc c'est le début, très rapidement, le début de cette histoire, en fait, hein, de génération en génération. Nous allons constater les tensions et les conflits entre la société martiniquaise, et puis, qui est la société tout le monde c'est moun, et puis, qui est celle, en fait, léguée par nos ancêtres, hein, et par leurs descendants, et puis, l'autre société, la société française, la société des rois français, initialement, puis la société des empereurs français et la société des républiques françaises, d'accord? Et nous y sommes toujours, d'accord? Cette société martiniquaise, elle existe. Mais il est important et c'est ce que je souhaite faire en très peu de mots,
d'en connaître l'ordonnancement. Très très important, parce que si on ne connaît pas l'ordonnancement de la société martiniquaise, on ne pourra pas en fait, au-delà de ce qui caractérise la culture en général, qui est je dirais, son processus créatif qui bouge, qui change, on ne pourra pas en fait, je dirais, en conscience et de manière maîtrisée, parler de nous-mêmes, parler de notre société, parler en fait du droit qui règle les valeurs culturelles de la société martiniquaise. Parce qu'il s'agit de ça. Et donc, qui est le droit au respect de la légitimité de l'identité humaine. C'est ce droit, en fait, qui va régler les valeurs culturelles. À part que les deux sociétés étant en confrontation, nous avons cette autre société, la société française, qui jusqu'à présent est là, et qui refuse l'existence de la société martiniquaise, qui est celle, évidemment, qui devait naître et qui est née, et que nous ont légué, en fait, nos ancêtres. Alors, je disais tension et conflit. Illustrons ça. D'ailleurs, le débat que nous avons là, les échanges que nous avons là, sont l'expression de cette situation conflictuelle entre les deux sociétés. Prenons l'exemple de JM. Prenons l'exemple, en fait, des apologistes. Eh bien, quelle est la société qui est venue, qui s'est manifestée à travers les militants? C'est la société martiniquaise. Quel est qu'est-ce que les militants disent? Parce qu'il faut écouter. En écoutant, ils disent les choses. Ils disent en fait, comment se fait-il en fait que c'est votre propre droit? Votre propre droit dit qu'il est interdit de faire l'apologie du crime, et vous ne venez pas, procureur et autres, vous n'appliquez pas, vous ne faites pas respecter ça. Et c'est pour ça que, eh bien, notre droit, le droit de la société martiniquaise, en fait, qui existe, personne ne nie en fait son existence, hein, les garants de la société martiniquaise sont venus, et pour dire en fait que la condition existentielle de la société martiniquaise est précisément le respect de l'humanité, de l'identité humaine. C'est la légitimité de l'identité humaine qui, en fait, est cette valeur traduite en la norme, aux structures que l'on appelle société martiniquaise. Et donc, ça c'est important, parce que sinon, on ne pourra pas, en fait, je dirais, trouver les liens. On dit c'est notre culture, mais on ne pourra pas distinguer les deux, la culture, en fait, du déni d'humanité, et la culture, en fait, de la légitimité de l'identité humaine. Ça sera impossible, rationnellement impossible. Et il y aura toujours cette confusion. Tout à l'heure, Milka parlait de la nécessité de décréoliser. La décréolisation consiste, en fait, créoliser, je rappelle, dire adopter les goûts et les habitudes du colon. Les goûts et les habitudes du colon, c'est, il s'agit de décréoliser qui? Quoi? Pas la société créole. La société créole, elle est créole et c'est son choix. C'est-à-dire la société du déni d'humanité a déjà fait son choix. C'est sa structure, c'est la société. Par contre, lorsqu'on parle de décolonisation, on parle de la société martiniquaise qui est attaquée et qui, en fait, encerclée par cette autre société, par cet environnement hostile, multiséculaire, eh bien, doit se défendre. Et donc, ces militants-là sont je dirais, les fils et les filles de la société martiniquaise qui se sont mis en avant pour protéger cette société. Il faut bien comprendre ça. On ne peut pas, en fait, prétendre, je dirais, nommer, dire, en fait, que l'on est martiniquais sans savoir, en fait, c'est quoi la société martiniquaise. Et à partir de là, nous comprenons beaucoup de choses. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que il y a, je dirais, ça s'ouvre, ce que je viens de dire s'ouvre sur un monde, en fait, je dirais extraordinaire, pas ordinaire. Cependant, je voudrais, en fait, rappeler que dans la société, en fait, du déni d'humanité, nous sommes encore institués comme étant
des affranchis. D'accord? Et c'est pour cette raison que, en effet, l'affranchi, ne bénéficiant pas, juridiquement parlant, institutionnellement parlant, du respect, du droit au respect de la dignité humaine, c'est pour cette raison que cet affranchi, dans la société française, hein, dans l'ordonnancement de la société française, hein, le statut d'affranchi réservé pour nous, eh bien, cet affranchi, cet être humain, lorsqu'il est dans sa société, ce Martiniquais, lorsqu'il est dans la société, ou cette Martiniquaise, eh bien, elle ne fonctionne pas comme un affranchi. Elle n'a pas le statut d'affranchi de la société martiniquaise. Et c'est pour cette raison qu'elle vient et elle se comporte en fait en opposition. Elle s'oppose et dénonce en fait l'autre société. Il faut comprendre ce mécanisme-là. Et donc, je vous lis... et puis on va s'arrêter. Voilà, je vous lis, et je terminerai là, ce que disait un esclavagiste, Moreau de Saint-Méry, dans un ouvrage qu'il a écrit en 1789. C'est un avocat reconnu comme érudit et brillant juriste dans le monde de la société du déni d'humanité, et qui dit ceci, en toute connaissance de cause, du statut d'affranchi. L'affranchissement est utile à l'État du déni d'humanité, parce qu'il ajoute à la force politique, mais il est utile aussi comme État mitoyen entre l'esclavage et la liberté. Il faut le savoir. Et donc, seule la société de la légitimité de l'identité humaine est condition de liberté pour l'être humain. D'accord ? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et c'est pour cette raison qu'on est dans cette opposition. Et puis, la dernière citation que je voudrais faire, c'est un prêtre de l'époque, abbé de Goujon, préfet apostolique de la Guadeloupe, dans ses lettres sur l'esclavage dans les colonies françaises, hein, qui datent de 1845. Je terminerai là. Il nous dit, le maître, dans la crainte que la volonté de l'homme-chose, l'homme-chose, qu'on soit esclave, meuble ou affranchi, on est homme-chose parce qu'on n'a pas ce qui caractérise les trois. C'est l'humanité. Voilà, on n'a pas d'humanité. Et donc, par conséquent, on est exclu en fait de la société en tant que législateur. D'accord ? On est justement homme-chose. Alors, le maître, dans la crainte que la volonté de l'homme-chose ne lui échappe et ne devienne indocile à ses caprices, a soin de l'enchaîner par les terreurs, par l'ignorance et l'aboutissement. 2 points. Il fait en sorte qu'aucun rayon de lumière ne puisse arriver à son intelligence. Il lui interdit jusqu'à la connaissance de la religion. Il ne veut pas qu'il sache qu'il est homme et connaisse sa dignité comme enfant de Dieu, comme frère de Jésus-Christ. 2 points. Sa machine humaine pourrait devenir moins obéissante. Vous comprenez, moins obéissante. Et donc, par conséquent, vous voyez bien qu'en fait, que lorsqu'on épouse l'identité humaine, lorsqu'on est en fait martiniquais, lorsqu'on est de la société martiniquaise, lorsque justement on s'est épuré des valeurs et des goûts du colon, c'est-à-dire on est décréolisé, et bien en effet, on retrouve en fait sa lucidité, c'est-à-dire la conscience en fait de son humanité. Merci, Maître Monotuka. Voilà, chers amis, vous avez vu, vous avez assisté à de brillants exposés, hein, sans interrompre qui que ce soit, ça s'est passé au mieux. Mais dans tout ce que vous avez entendu, il y a une dimension qui est ce qu'on appelle en sociologie la violence symbolique. C'est-à-dire, et Madame Valentin le disait, ils ont réussi à nous socialiser et à nous faire adopter leur manière de penser, donc de nous créoliser d'une certaine façon, mais aussi de nous installer dans un monde dans lequel nous croyons que ce sont ce qu'ils nous proposent, qui sont les valeurs. Donc nous allons à l'encontre de ce que nous présente notre Monotuka, c'est-à-dire notre personnalité. Eh bien, cette violence symbolique-là, elle consiste à faire croire et à accepter l'idée que l'ordre établi est un ordre légal, qui est ce qu'il y a de plus juste. Et ce que vous faites quand vous critiquez les vôtres qui se débattent justement contre cette imposition de valeurs, c'est que vous vivez dans la culture du dominant, vous entérinez l'ordre du monde qui l'a imposé, et vous êtes
vous, victime de cette violence incroyable qu'on appelle symbolique, parce qu'on ne vous tape pas sur la tête avec un marteau, mais symboliquement on le fait. Et cette violence symbolique fait que vous venez défendre l'ordre établi. Vous êtes persuadé qu'il est bon, qu'il est bien, et puis ça zote là encore, pour qu'ils autres quand même des mondes. Et au fond, ceux qui vous manipulent, ils sont bien contents d'avoir cette armée de personnes, de gens, d'aliénés, comme ils nous appellent, qui défendent leurs intérêts. Donc cette violence symbolique que le système exerce sur vous, vous l'exercez contre vous-même et contre les vôtres qui sont en train de vous dire que cet ordre établi n'est pas en votre faveur, qu'il ne va pas dans le sens de vos intérêts. Est-ce qu'un jour, vous prendrez le temps de comprendre où sont vos intérêts? Est-ce que vous allez comprendre que ceux qui sont en face de vous ne vous veulent pas nécessairement du bien et qu'ils ne vous laissent que les miettes de tout ce qu'ils font avec vous sur vos têtes comme richesse et qu'ils peuvent se permettre de dire justement avec ça qu'ils sont les plus riches, les plus grands, les plus forts, les plus beaux. Donc voilà des choses auxquelles il vous faut réfléchir. J'espère que nous vous avons apporté d'autres éléments parce qu'on va arrêter sur ce volet-là qui a été présenté en 3 parties. Et donc, comme nous avons juste le temps de vous dire au revoir, je commence par Didier. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos téléspectateurs? Et puis surtout, voilà, on a à peine quelques minutes pour faire le tour de table, donc allez-y. J'essaierai d'être concis. Je voudrais les remercier à nouveau pour leurs encouragements. J'espère avoir été sur ce deuxième opus un peu à la hauteur. Et que si on doit prévoir une trilogie, mais vous comprendrez bien que l'importance de ce que je vous montre. J'aurais souhaité, j'attends vos supports et votre soutien tangible, physique, et de certaines compétences et tout cela bien sûr dans une relative opacité parce que je n'ai pas d'autre objectif que de proposer autre chose à nos enfants. Je pense qu'ils ont eu un droit. Votre téléphone? Oui, mon téléphone c'est 06 96 309 324. J'ai l'audace de le mettre parce que c'est pour éviter que vous harceliez Juliette ou qui que ce soit. Bon voilà. Et de toute façon, ceux qui ne sont à l'encontre de la civilisation s'élimineront d'eux-mêmes. Oui, alors voilà, il a plein de jolies choses qu'il travaille avec d'autres artistes qui sont là derrière, dans l'ombre, et qui nous font de très jolies choses et qui nous font croire en nous. Donc voilà, n'hésitez pas à l'appeler et à venir, à la limite qu'il expose aussi dans vos magasins ou dans les lieux que vous avez pour voilà faire rendre visible toute cette production qui est magnifique. Madame Valentin, eh bien, je remercie Juliette pour l'initiative qu'elle a prise dans ces 3 émissions que nous avons eues. Et j'espère que le message est passé et qu'il n'est pas impossible qu'on en fasse d'autres. Bon, sur d'autres thèmes, en tout cas ce thème-là. Maintenant, notre cas, Dominique? Oui, alors ce que je dirais en fait, c'est réaffirmer mon choix, qui est clair. J'ai choisi la société martiniquaise. Tous les êtres humains sont des êtres humains. C'est cette valeur qui a été traduite en normes aux structures appelées société martiniquaise. Il est interdit en fait d'imposer à l'être humain une autre identité que celle d'être humain, comme il est interdit de dénier à l'humanité, que ce soit sur le plan symbolique ou d'autres manières. Voilà. Merci. Alors, voilà, ne vous laissez pas imposer un système qui ne vous veut pas du bien. Cette violence symbolique à laquelle vous participez vous-même, eh bien, essayez de la voir pour ce qu'elle est, la mettre à distance et protégez-vous. Essayez de vous battre pour un monde dans lequel vous connaîtrez le bonheur, vos enfants travailleront et vous allez ne pas travailler, comme le disait Mona, pour ceux qui ne vous donneront jamais l'équivalent de vos efforts. Et vous êtes une matière première comme les autres pour ceux-là qui vous ont vu comme des meubles, matière première. Nous avons envie d'advenir, nous sommes des êtres humains, d'advenir dans notre humanité et nous continuons à nous battre pour vous dire que nous ne sommes pas, le combat n'est pas encore gagné. Merci d'avoir été là, merci à mes invités. Merci. Et puis, merci. À prochainement.